Imaginez que des habitants d'un autre monde découvrent un jour nos villes désertées de leurs habitants et que nos documents écrits auraient tous été détruits par une catastrophe. Les seuls témoignages de notre civilisation seraient les mots que nous avons gravés dans la pierre. Pour ces visiteurs, nos lettres seraient autant de signes mystérieux. S'ils parvenaient à les déchiffrer, qu'apprendraient-ils sur nous? Seraient-ils à même de reconstituer une image fidèle de notre société? Dans la jungle du sud du Mexique et d'Amérique centrale, les anciens Mayas ont créé l'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Leurs connaissances en mathématiques et en astronomie étaient prodigieuses, et leur art éblouissant. Les édifices de leur ville étaient richement décorés d'inscriptions. Ces textes avaient la forme de grilles couvertes de motifs complexes et fantastiques, appelés hiéroglyphes, ou plus simplement glyphes. Les experts ont dénombré des centaines de glyphes différents. Ils représentent une grande variété de formes abstraites, des monstres, des animaux, des plantes et différentes parties du corps. Les glyphes sont gravés sur des monuments publics et sur des objets personnels en coquillages, en os et en jade. Ils sont peints sur des poteries et sur les parois des édifices. Ils sont dessinés sur des milliers de pages de livres, en papier d'écorce, pliés en accordéon. Lorsque les spécialistes européens découvrent ces inscriptions, aucun n'est à même de les comprendre. Quel message renferment-ils? Qui les a réalisés? S'agit-il de représentations, de symboles? Ou bien s'agit-il d'une écriture? Représentent-ils les sons d'une langue parlée? Depuis 2 siècles, des hommes et des femmes se passionnent pour ces questions. Mais leur quête est longue et fastidieuse. Les plus éminents chercheurs se sont impliqués dans cette recherche. Linguistes, mathématiciens, peintres, aventuriers, archéologues et même quelques excentriques. Chacun d'eux a découvert différentes pièces du puzzle. Certains ont travaillé dans l'isolement, d'autres se sont livrés une concurrence impitoyable, d'autres encore ont collaboré de façon fructueuse. Leurs efforts conjoints ont finalement permis de découvrir la vraie nature des glyphes et de dévoiler un pan de l'univers remarquable des anciens Mayas. C'est un jour de fête pour les Mayas qui observent un calendrier rituel vieux de plus de 2000 ans. C'est le jour calendaire du Huibats. Aujourd'hui, des sages, appelés gardiens des jours, convergent de toutes les régions du Guatemala vers ce village. Sur des autels constitués d'un monceau de fragments de poterie, ils brûlent des offrandes en l'honneur des dieux anciens de la terre et du ciel. Les gardiens des jours veulent renouveler leur pouvoir. Ils pourront ainsi utiliser le calendrier pour interpréter les rêves, diagnostiquer des maladies et prédire les jours favorables pour effectuer les semailles et les récoltes, faire des affaires ou des voyages, ou encore conclure un mariage. L'encens que nous faisons brûler sur l'autel du Dieu de la terre est une requête pour obtenir la paix et pour invoquer un miracle pour nos vies, notre chemin, nos enfants, notre communauté et pour la récolte du maïs. Voilà ce que nous faisons le jour du Huibats. Les Mayas sont 6 millions aujourd'hui. Ils parlent une trentaine de langues différentes. Ils n'habitent plus dans des villes de pierre comme leurs ancêtres, il y a 1000 ans. Mais ils vivent toujours de la culture du maïs, une tradition bien antérieure à l'édification des grandes cités antiques. Comme leurs ancêtres, les Mayas continuent de révérer les mots écrits. Pour eux, ils sont sacrés et tout-puissants. Chaque municipios ou municipalité possède sa propre bibliothèque et les familles conservent chez elles des documents écrits.
Ceux qui ont des livres les posent sur un autel et pas dans une bibliothèque. Les livres importants doivent être posés sur l'autel. Leurs autels de feu sont eux aussi considérés comme des livres. Les Mayas y consignent leurs paroles, leurs prières et leurs histoires. Ces centaines de milliers de mots sont mis dans le feu. Celui qui met ses paroles dans le feu devient une partie du grand livre de la tradition, de la communauté. La tradition et l'histoire se transmettent par les écrits. Mais les hiéroglyphes sont restés indéchiffrables durant de longs siècles, et les Mayas contemporains ont été coupés des archives écrites de leur passé extraordinaire. Les Mayas vivent dans le sud du Mexique et dans une grande partie de l'Amérique centrale. La région située entre les hauts plateaux du Guatemala et la péninsule du Yucatan est couverte d'une jungle immense. C'est ici, au début du 5e siècle avant notre ère, que les anciens Mayas construisent leurs grandes cités, comme Tikal, Copan et Palenque. Puis, au 9e siècle de notre ère, alors que leur civilisation amorce son déclin, ils abandonnent peu à peu leur ville et migrent vers le nord, au Yucatan. Les grandes cités édifiées en pleine jungle sont alors peu à peu envahies par la végétation et tombent dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, soit près de 1000 années plus tard, les Européens apprennent que d'immenses ruines sont enfouies dans la jungle d'Amérique centrale. En 1785, le roi d'Espagne dépêche sur place José Calderón. Le long de la rivière au Tulum, dans l'état du Chiapas, au Mexique, Calderón découvre en pleine jungle la cité de Palenque. Les sanctuaires et les temples de Palenque recèlent de grands panneaux gravés de motifs complexes et de textes en hiéroglyphes. Calderón retranscrit l'un des panneaux, mais faute d'être un dessinateur confirmé, il représente les glyphes sous forme de simples carrés. Il est impossible d'étudier un écrit ancien sans avoir l'original sous les yeux. Or, ceux qui étudient les Mayas ou n'importe quel site archéologique ne peuvent pas tous se rendre sur place. Ils ont donc besoin de dessins, de photographies ou d'estampages qui soient les plus fidèles possibles. Quand on veut déchiffrer une écriture inconnue, on ne peut rien faire si on n'a pas le corpus. Corpus en latin signifie corps. On doit pouvoir disposer de toutes les inscriptions existantes sur un site donné. Il faudra attendre 1832 pour disposer des premières copies sérieuses des inscriptions d'un site maya. Le peintre français Jean-Frédéric Waldeck passe 7 mois dans les ruines de Palenque. Ses dessins sont précis, mais ils sont influencés par une théorie erronée, selon laquelle les cités mayas auraient été édifiées par les Babyloniens, les Phéniciens ou les Hindous. Dans les copies qu'il fait des panneaux, Waldeck introduit même des éléphants d'Inde, au milieu des autres motifs. Nous savons aujourd'hui que les Mayas n'ont jamais dessiné ni gravé un animal qui ressemble à un éléphant. Waldeck a interprété la forme des motifs. C'est arrivé très souvent avec les artistes qui, jusqu'au début du XXe siècle, ont tenté de recopier les inscriptions mayas. Les motifs étaient tellement étranges pour eux qu'ils les interprétaient. Au fur et à mesure que des sites mayas sont mis au jour, les explorateurs font de leur mieux pour dessiner et décrire les glyphes. Les formes sont déroutantes et les monuments sont souvent très dégradés. Mais le plus grand obstacle, c'est la complexité de cette écriture. Aujourd'hui, nous savons que les scribes mayas pouvaient donner libre cours à leur créativité. Leur système d'écriture reposait sur des règles strictes. Toutefois, pour écrire un mot donné, ils avaient le choix entre une grande variété de signes et ils pouvaient innover en les combinant. Les glyphes sont disposés en 2 colonnes et sont lus de gauche à droite et de haut en bas. Dans les inscriptions les plus anciennes,
chaque glyphe est un signe unique. Un peu plus tard, les scribes associent plus de 6 signes dans un même glyphe. Ils poussent encore plus loin la complexité graphique de leur système d'écriture. Un signe peut être écrit de façon abstraite ou prendre la forme de la tête d'un dieu ou d'un animal. Un signe peut être inséré à l'intérieur d'un autre ou être partiellement dissimulé derrière un autre. 2 signes peuvent fusionner, mêlant alors leurs attributs. Les signes peuvent aussi être un personnage entier incarnant un monstre ou un dieu. Ce qui fait de leur système un art, c'est le génie avec lequel ils combinent une multitude de possibilités. La richesse graphique de l'écriture maya est colossale. Ça rend le déchiffrage incroyablement compliqué pour nous. Mais pour eux, cela faisait partie du système d'écriture. Les scribes disposaient d'une grande latitude artistique et ludique pour rédiger les textes. Ignorant cette possibilité combinatoire, les premiers explorateurs s'échinent comme ils peuvent pour donner un sens à ces motifs élaborés. 2 événements vont aider les chercheurs: l'invention de la photographie et l'arrivée en Amérique centrale de l'anglais Alfred Maudslay. Maudslay a profité pleinement de l'évolution de la photographie. Il s'est rendu sur tous les sites mayas avec ses négatifs sous forme de grandes plaques de verre. Il a aussi apporté des matériaux pour faire des moules des monuments. C'était une entreprise inouïe, toutes ces caravanes de matériel. Sur les photographies, on découvre la place centrale entièrement dégagée. Ce n'était pas comme ça quand il est arrivé sur les lieux. Il a réquisitionné énormément de monde pour dégager ces sites afin de prendre des photos de qualité. La logistique de son expédition était incroyable. Les résultats sont à la mesure des efforts fournis. Les photos de Maudslay sont envoyées au British Museum où des spécialistes reproduisent les glyphes avec une précision remarquable. Les images de Maudslay sont imprimées. Elles constitueront le premier corpus systématique des inscriptions mayas. C'était la toute première fois que l'on pouvait observer chaque hiéroglyphe dans le moindre de ses détails. Ce recueil a permis d'avancer de façon conséquente dans l'étude de l'écriture des Mayas. Les spécialistes disposent enfin de données fiables sur lesquelles asseoir leurs recherches sur le sens des signes. Mais le déchiffrage en soi a déjà commencé, à partir de plusieurs livres mayas qui avaient été égarés lors de la conquête espagnole du Yucatan et qui ont été retrouvés. En 1519, Cortés embarque à destination du Mexique. Mais une violente tempête le fait dévier de sa route. Il accoste sur l'île de Cozumel, à l'entrée du monde des Mayas. L'épisode a été retranscrit dans le carnet de bord. Les insulaires furent pris de terreur. Ils abandonnèrent leur village et se réfugièrent au fond de la forêt. Les Espagnols prirent possession de leurs maisons et mangèrent tous leurs vivres. Les maisons contenaient des ornements, des tapisseries, des vêtements et des lits en coton appelés hamacs. Ils découvrirent aussi d'innombrables livres. Peter Martyr, 1521. Conformément à la loi espagnole de l'époque, Cortés envoie un 5e de son butin au roi d'Espagne. Il y joint plusieurs livres pliés en accordéon. Les Espagnols dominent bientôt le Yucatan. Les moines franciscains contraignent les Mayas à se convertir au christianisme et usent de la violence contre les récalcitrants.
Dans les écoles et les monastères créés dans la région, ils éduquent les fils des dignitaires mayas pour en faire des instituteurs chrétiens. Des milliers de garçons mayas apprennent ainsi l'alphabet européen. Ils ont appris à écrire très rapidement. Et l'écriture maya a commencé à disparaître au profit de l'alphabet romain. À Izamal, au Yucatan, Diego de Landa, un jeune moine zélé, fait construire un monastère au sommet d'une acropole maya. Avec le temps, il est de plus en plus fasciné par la culture maya. Il a publié une description intitulée « La relation des choses du Yucatan ». Il l'a écrite dans les années 1560. Elle était basée sur des entretiens qu'il a eus avec plusieurs Mayas. On apprend comment vivaient les Mayas au temps fort de la conquête espagnole. Ça va de l'éducation des enfants jusqu'aux rituels religieux. Landa a aussi interrogé les Mayas sur leur écriture. Le jeune moine demande à Gaspar Antonio Chi, un noble de la société maya, de l'aider à décrire le système d'écriture maya. Landa dit à haute voix les lettres de l'alphabet espagnol et Chi dessine les signes correspondants. Ce relevé figure dans le manuscrit de la relation des choses du Yucatan. Un an plus tard, un moine d'un village voisin apprend à Landa que les indigènes continuent de faire des offrandes à leurs dieux. Pour Landa, c'est de l'hérésie. Il lance aussitôt une inquisition. Les nobles mayas sont arrêtés et torturés pour avoir commis le crime d'adoration du diable. Des centaines sont mutilés ou assassinés. Landa ordonne ensuite d'ériger des estrades autour de la place, devant l'église, pour que tous les Mayas assistent à sa prochaine mesure. Sur un grand bûcher funéraire, il fait brûler tous les livres mayas qui ont été récupérés et confisqués, en clamant qu'ils ne contiennent que des mensonges proférés par le diable. Leur système d'écriture a fini par disparaître totalement au fil des siècles qui ont suivi la conquête espagnole. Les Mayas étaient certainement brûlés sur le champ si on les surprenait à écrire avec leurs glyphes. Je pense qu'au XVIIIe siècle, plus aucun Maya ne savait écrire cette langue. Les Espagnols ont brûlé des centaines, voire des milliers de livres mayas. On a perdu à jamais d'innombrables histoires. Et de tous ces livres, il n'en reste que 4, dont certains incomplets. Un livre maya, sans doute envoyé en Europe par Cortés, échoue à la Bibliothèque royale de Dresde, en Allemagne. Il est baptisé Codex de Dresde. Un second réapparaît à Madrid, un troisième à Paris, et un quatrième est trouvé au Mexique dans les années 1960. De la multitude de livres créés par les Mayas, ce sont les seuls exemplaires à être parvenus jusqu'à nous. En 1810, un épais volume sur les Amériques est publié à Paris. Une des illustrations est une reproduction de 5 pages du Codex de Dresde. Ces images sont à l'origine de la première percée significative dans le déchiffrage de l'écriture maya. Elle est l'œuvre de Constantin Rafinesque, un homme pour le moins singulier. Il est vrai que j'ai été botaniste, historien, poète, philosophe, marchand, fabricant, économiste, philanthrope, chiromancien, réformateur, architecte, géomètre. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire maintenant. Cet homme insatiable est fasciné par les premières images jamais publiées des glyphes mayas. En regardant les traits et les points, il se dit « Dans toutes ces combinaisons, il n'y a jamais plus de 4 points. Un trait représente donc sans doute le chiffre 5. 1 est représenté par un point, 2 par 2 points, 3 par 3 points, 4 par 4 points et 5 par un trait. En ajoutant un point, ça fait 6. 2 points et un trait font 7, 3 points et un trait font 8, etc.
C'était la première fois que quelqu'un réussissait à décrypter un hiéroglyphe maya. Ça a été le début du déchiffrage. Au cours des décennies qui suivent, les experts déduisent la signification de nombreux glyphes d'après le contexte de leur apparition. Par exemple, 15 motifs distincts apparaissent régulièrement à travers les différents codex. Il y a le dieu de la mort, représenté sous forme de squelette. Le dieu du maïs, représenté avec un pompon de maïs sur la tête. Le dieu du soleil, dont le corps porte le symbole du soleil. Chacun de ces dieux est couplé avec un glyphe distinct qui apparaît presque toujours dans le texte placé juste au-dessus. Chacun de ces glyphes est un portrait virtuel du dieu qui est en dessous. Les experts en déduisent que ces glyphes représentent le nom des dieux concernés. Cette découverte leur permet ensuite d'identifier des dizaines de glyphes représentant des oiseaux et d'autres animaux. Un bibliothécaire de Dresde reprend alors le système numéral découvert par Rafinesque et détermine les connaissances mathématiques et scientifiques des Mayas. Ernst Förstemann est la preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire de porter un casque colonial et de tenir une machette pour faire de grandes découvertes. Förstemann l'a fait dans un bureau poussiéreux de la bibliothèque. Il a voyagé dans sa tête. Il a réussi à pénétrer l'esprit des Mayas. Je trouve ça fascinant. Un jour, il remarque le petit livre maya rangé depuis plus d'un siècle dans les rayons de la bibliothèque. Le Codex de Dresde. Förstemann a décrypté tout le système calendaire des Mayas à partir du Codex de Dresde. Le Codex était rangé dans le tiroir de son bureau. C'est fabuleux de disposer d'une telle source, l'une des plus importantes de la préhistoire du Nouveau Monde, de la poser devant soi et de travailler dessus. Il a minutieusement analysé le contenu du Codex de Dresde. Et comme il devait être un véritable génie en mathématiques, il a décrypté un grand nombre de cycles qui semblaient être enregistrés dans ce document maya d'une importance capitale. Rafinesque a démontré que les Mayas utilisaient des points pour les unités et des traits pour le chiffre 5. Mais Förstemann découvre que les connaissances mathématiques des Mayas sont bien plus sophistiquées. Les Mayas ont inventé le concept du zéro. Ils organisent les nombres en colonnes avec les unités à la base. Notre système numéral compte par dizaines et multiples de 10. Förstemann découvre que les Mayas utilisaient un système basé sur 20 et sur les multiples de 20. Les Mayas étaient ainsi à même d'écrire Une fois qu'il a saisi leur système, Förstemann décrypte l'astronomie maya. Il démontre qu'une partie du Codex de Dresde est une table de prévision d'éclipses qui s'étend sur 32 ans, avec seulement 7 minutes d'erreur sur cette période. Dans une autre section, il identifie une table qui reprend le cycle de la planète Vénus, avec seulement 2 heures d'erreur sur 400 ans. Quand il devait faire la guerre, les Mayas guettaient l'apparition propice de Vénus en tant qu'étoile du matin. Pour finir, Förstemann se penche sur le calendrier. Il s'aide du manuscrit de Landa, la relation des choses du Yucatan, qui contient les noms et les glyphes des jours et des mois mayas. Les glyphes des jours et des mois apparaissent très souvent dans tout le codex. Förstemann réalise que de nombreuses pages sont conçues comme des almanachs divinatoires. Les nombres rouges représentent des jours favorables ou défavorables. Les nombres noirs représentent le nombre de jours qui les séparent. Les prêtres utilisent des livres remplis de nombres pour régir le quotidien. Ils repèrent les époques propices pour planter, faire les semailles, aller à la chasse, faire la guerre. Geraldo Diaz, 1579. Peu à peu, Förstemann découvre que les Mayas comptent le temps à l'aide d'un système qu'on appellera roue calendaire.
Muluk, 16 Pop, et ainsi de suite. Il faut 52 ans avant que les 3 cycles retrouvent un même alignement. Ensuite, les jours se répètent. Le triomphe de Försteman, c'est de réaliser que certains nombres très élevés apparaissant dans le cycle de Vénus du Codex de Dresde sont en fait des retours dans le temps. Il relie les données de Vénus à un point de départ historique situé des milliers d'années plus tôt. C'est le jour 4 à Au, 8 Kumku de la roue calendaire. En observant les photos prises par Maudsley, Försteman sait que cette date très ancienne est une référence dans tout le monde maya, depuis Palenque, dans le nord du Chiapas, jusqu'à Quirigua, dans le sud du Guatemala. Försteman en conclut que pour les Mayas, cette date représente celle de la création de l'univers. Alors que le calendrier occidental commence l'année de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire des Mayas débute le jour de la création du monde. Ce système de datation est baptisé compte long. Ce genre de stèle en pierre est présent dans tous les sites mayas du Mexique et d'Amérique centrale. Les textes qu'ils portent commencent presque toujours par une date du compte long. Sur cette stèle, en partant de la date de la création, 9 cycles de 400 ans, plus 14 cycles de 20 ans, plus 19 ans, 8 mois et 0 jour. À un jour près, cette stèle a été érigée il y a un peu moins de 39 siècles après la création. On s'est demandé à quelle date ça correspondait sur notre calendrier moderne. Est-ce que c'était en avril 1860, avant ou après notre ère? On l'ignorait. En 1905, au Nevada, le journaliste Joseph Goodman met le compte long en corrélation avec le calendrier européen. Selon les calculs de Goodman, la date de création des Mayas est le 13 août 3114 avant notre ère. Les archéologues peuvent à présent calculer la date à laquelle les différentes stèles ont été gravées. Au début du XXe siècle, les spécialistes ont identifié 3 thèmes récurrents dans les glyphes mayas: le calendrier, l'astronomie et les dieux. C'est en se basant sur ces thèmes qu'ils vont façonner leur image de la société des anciens mayas. Au début de 1914, la Carnegie Institution lance une expédition archéologique de grande ampleur au pays des Mayas. Au cours des 40 années qui suivent, des centaines de nouvelles inscriptions sont mises au jour. Mais la plupart des archéologues s'intéressent uniquement à la date du compte long qu'elle porte afin de dater les sites. Un des archéologues de Carnegie est l'anglais Eric Thompson, un homme brillant, mais aux opinions très arrêtées. Thompson a dominé l'étude des glyphes mayas depuis les années 30 jusque dans les années 60, voire même les années 70. C'était la référence dans ce domaine. Thompson est alors le plus grand expert des glyphes mayas. Il établit un système méticuleux de classification en assignant une référence à plus de 800 motifs. Il mène aussi des études ethnographiques de grande ampleur parmi les Mayas qui vivent au Mexique. Il voue une véritable admiration à leur culture. Il savait plus de choses sur les Mayas que n'importe qui. Mais il y a des aspects qu'il a mal compris, des aspects fondamentaux. Thompson s'est battu dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Cette expérience influence son approche du monde des Mayas. Tous ceux qui ont combattu dans les tranchées durant la Grande Guerre n'ont qu'une envie par la suite: entendre parler de paix. Et donc il était braqué sur l'idée qu'il avait affaire à un peuple pacifique. À l'époque de Thompson, la plupart des hiéroglyphes déchiffrés étaient liés au compte long, au cycle de la Lune, à la roue calendaire et à d'autres données astronomiques et calendaires.
tous les autres glyphes résistaient à l'analyse la plus assidue. On ne savait pas quoi penser des autres glyphes qui apparaissaient sur ces inscriptions. Que signifiaient les glyphes qui venaient à la suite des dates? Personne ne les comprenait. Se basant sur les connaissances établies, Thompson conclut que la civilisation maya se focalisait sur le temps lui-même. Selon lui, les Mayas étaient un peuple pacifique, dirigé par des prêtres astronomes d'une grande sagesse. Les stèles étaient érigées pour célébrer l'alignement des étoiles. Il est convaincu que les personnages représentés sont des prêtres et des dieux, et que les glyphes qui les entourent sont des groupes de symboles incarnant les mystères les plus élevés. Thomson voulait nous convaincre qu'il n'y avait aucun autre système que celui des dates et des données astronomiques, qu'il s'agissait en fait d'un rite mystique pratiqué par les Mayas pour entrer en contact avec leurs dieux. Au milieu du XXe siècle, la façon dont Thomson interprète la société maya et ses glyphes est universellement acceptée. Les experts ont commencé à lever les bras au ciel en disant « Personne ne pourra jamais décrypter cette écriture. C'est un véritable fatras, c'est impossible. » Mais quelqu'un va bouleverser la vision de Thomson. Une femme que rien ne semblait destiné à se pencher un jour sur les mystères mayas. En 1930, Tatiana Proskouriakov quitte l'Université publique de Pennsylvanie, son diplôme d'architecture en poche. Les États-Unis s'enfoncent alors dans la Grande Dépression. Elle ne trouvait pas de travail. Un jour qu'elle était au musée de l'Université de Pennsylvanie, elle a vu une annonce. On demandait un peintre pour réaliser des dessins ou effectuer des reconstitutions dans les ruines de Piedras Negras, un site maya des plus importants. Il se trouvait sur l'Usumacinta, le fleuve des ruines, situé sur la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Tatiana a commencé à travailler sur le terrain en réalisant des dessins pour reconstituer l'aspect du site dans le passé. Expert géomètre et douée d'une excellente perception spatiale, la jeune femme se base sur les mesures prises sur le terrain pour recréer en 3D la cité telle qu'elle devait être à l'origine. Ces dessins ne sont pas seulement précis d'un point de vue architectural, ils donnent vie à l'antique cité maya. Au cours des années qui suivent, Proskouriakov réalise des dessins de tous les sites mayas de la région. Ils sont maintes et maintes fois reproduits. Ils constituent aujourd'hui encore les images de référence des anciennes cités mayas. On aurait dit qu'elle avait des rayons X dans les yeux. Il lui suffisait de regarder les ruines d'un temple pour deviner le nombre de terrasses qui supportaient la superstructure au sommet. Il s'est avéré qu'elle était douée d'une prescience remarquable. Proskouriakov travaille près de 20 ans pour la Carnegie Institution. Elle est alors la seule femme dans cet univers dominé par les archéologues. En 1958, elle cesse de travailler sur le terrain. Elle passera le reste de sa vie à étudier dans les sous-sols du musée Peabody, à Harvard, où sont entreposées toutes les archives mayas de l'expédition Carnegie. Un de ses projets au musée Peabody était de recoller les débris des objets de jade. C'est à cette époque, alors qu'elle travaillait de façon anonyme dans ce musée, qu'elle a fait sa plus grande découverte. Elle était douée d'une grande logique. Tout devait être rationnel et logique avec Tatiana. Elle cherchait un système pour dater les œuvres d'art maya. Elle s'intéressait de plus en plus à l'art sculptural, notamment au relief sur les stèles. Au musée Peabody, elle a accès aux photographies de plus de 25 stèles de Piedras Negras. Elle commence par les classer selon la date à laquelle elles ont été consacrées. Elle remarque une constante. Les Mayas de Piedras Negras érigeaient une série de stèles devant un temple, à raison d'une stèle tous les 5 ans. Puis, ils en érigeaient une nouvelle série devant un autre temple.
La première stèle d'une série comporte toujours un personnage installé dans une niche creusée dans la pierre. Pour Thomson, il s'agit d'un dieu porté à travers les cieux par des dragons célestes. Au bas de la stèle, il y a une victime sacrificielle. Des pas remontent vers le personnage situé au sommet. Proskouriakov entreprend de découvrir le sens de cette scène. Chaque stèle porte la date de sa consécration. Les stèles ont été érigées exactement à 5 ans d'intervalle. Mais certaines stèles de la série portent en plus une date identique qui correspond à 2 ou 3 ans avant la consécration de la première stèle. Proskouriakov remarque que le glyphe qui suit cette date mystérieuse représente toujours une tête d'oiseau ou un paquet enveloppé d'une bande de tissu. Thomson l'a baptisé « glyphe rage de dents ». Mais que signifie-t-il? Tatiana découvre un autre indice. Chaque série de stèles évoque un événement qui a eu lieu entre 12 et 31 ans avant l'événement de la dite rage de dents. Le glyphe qui suit cette date la plus ancienne représente toujours la tête d'un reptile, le museau tourné vers le haut. Cet événement n'est jamais signalé à l'époque où il se produit. Il devient important et est uniquement célébré après l'événement de la rage de dents. Il ne fait aucun doute qu'une grande variété d'événements peuvent se coupler de cette façon. Mais la plus commune est la naissance d'une personne qui, à l'âge adulte, acquiert un grand prestige ou une grande puissance. Signée Tatiana Proskouriakov. Elle ne savait pas lire les textes sur les stèles, mais elle comprenait leur sens. Elle a émis l'hypothèse que le premier glyphe était celui d'une naissance et le second glyphe, la date à laquelle cette personne montait sur le trône. Les dates concordent parfaitement avec l'interprétation de Tatiana. Ce sont des rois et non des dieux. Ils ont été intronisés entre l'âge de 12 et 31 ans. Et la période séparant la naissance d'un roi et l'accession au trône du roi suivant n'excède jamais 60 ans. Une durée de vie respectable à cette époque. Selon son hypothèse, chaque série de stèles racontait l'histoire et le règne d'un seul dirigeant. Elle avait établi une dynastie. C'est la première fois qu'on découvrait un pan de l'histoire des Mayas. Du jour au lendemain, grâce à la brillante intuition de Proskouriakov, les motifs sur les stèles prennent une toute autre dimension. L'alcôve représente le trône. Les personnages ne sont ni des dieux ni des prêtres, mais des rois et des reines. C'est l'album de la famille royale. Le premier souverain monte sur le trône en 608 de notre ère. 5 ans plus tard, il est habillé en soldat. À ses pieds, il y a des prisonniers qui sont ligotés. 15 ans plus tard, le souverain numéro 2 lui succède. Il n'a que 13 ans. Sa mère se tient à ses côtés. À 26 ans, il est équipé pour faire la guerre. 10 ans plus tard, il fait toujours la guerre, mais il a pris de l'embonpoint. Il règne durant 47 ans. Le troisième souverain monte sur le trône en l'an 687, à l'âge de 22 ans. Quand il a 42 ans, on fait connaissance de sa jeune épouse. Thomson avait prétendu que ce personnage était un prêtre en vêtements de cérémonie. Mais il s'agit en fait d'une femme, habillée d'une jupe et d'un chemisier similaire à ceux que portent les femmes mayas aujourd'hui. 5 ans plus tard, l'épouse est représentée avec sa fille de 3 ans. L'enfant a le bras posé sur le genou de sa mère. L'histoire reconstituée par Proskouriakov raconte les règnes de 7 souverains de Piedras Negras. Elle avait fait un plan avec toutes les dates et tous les événements de chaque série. En découvrant son rapport, mes jambes se sont mises à trembler. Je lui ai dit « Tatiana, tu as réussi. C'est la plus grande découverte de tous les temps. » Elle a remis ses résultats à Eric Thomson qui lui a répondu « Tania, tu sais bien que c'est impossible. Ces inscriptions ne racontent pas leur histoire. » Le lendemain, quand elle est arrivée au musée, Eric Thomson l'a accueillie en disant « Tania, tu as absolument raison. » C'était une réaction inouïe de la part d'un homme qui, toute sa vie durant, s'était opposé à l'idée que ces stèles puissent raconter l'histoire des Mayas. Cette découverte a tout bouleversé. Nous savions désormais que les inscriptions de ces monuments étaient de l'histoire. Proskouriakov a découvert le sens des motifs et le rapport entre les glyphes et les images, l'architecture et la géographie,
Mais les glyphes ne sont pas pour autant déchiffrés. Il faudrait pour cela savoir lire la langue dans laquelle ils ont été écrits. L'étude de la phonétique des glyphes mayas a commencé en 1862. Alors qu'il cherche des livres sur les Mayas à la bibliothèque de l'Académie royale d'histoire à Madrid, le prêtre français Brasseur de Bourbourg tombe sur un manuscrit étrange. C'est celui de Diego de Landa, La relation des choses du Yucatan, égarée depuis 300 ans. Il contient les glyphes représentant les jours et les mois, ceux-là même que Firstman utilisera plus tard pour déchiffrer les calendriers. Le manuscrit contient aussi les glyphes que Landa a intitulés l'alphabet maya. Brasseur pense avoir trouvé la clé qui permettra de décrypter les glyphes. Il l'utilise aussitôt pour déchiffrer un autre livre qu'il a découvert, le Codex de Madrid. En tentant de traduire des parties du Codex de Madrid à l'aide de l'alphabet de Landa, Brasseur a complètement saccagé le codex. Fondé, augmenté, eau, glace, mort, eau. Il ne comprenait rien au système. Il a lu les glyphes du codex à l'envers. Ils doivent être lus de gauche à droite et de haut en bas. Il lui a fait le contraire. Mais le problème ne s'arrête pas là. D'autres essaieront d'exploiter l'alphabet de Landa, sans davantage de succès. L'alphabet semble inutilisable, certains le qualifiant même de canular volontaire. L'alphabet de Landa est analysé à la loupe dans les années 1880 par Cyrus Thomas, un Américain, expert agricole. Cet homme s'intéressait à quantité de choses. Il connaissait l'existence du manuscrit de Landa et savait qu'on avait tenté de déchiffrer des textes mayas en utilisant son alphabet. Et il a fait des interprétations très pertinentes. Thomas constate que certains glyphes du manuscrit de Landa ne représentent pas une seule lettre, mais des syllabes formées de consonnes et de voyelles. Il suppose que les autres glyphes représentent également une syllabe. Thomas est convaincu que les glyphes constituent une forme ancienne des langues encore parlées par les Mayas aujourd'hui. Il feuillette des dictionnaires de Maya pour trouver des indices. Par exemple, au-dessus d'un dindon sauvage pris dans un collet, il y a un glyphe composé d'un signe qui représente la syllabe « ku » dans l'alphabet de Landa, ainsi qu'un second signe. En maya yucatec, dindon se dit « kuts ». Thomas suggère que le second signe représente le son tsu à la fin de kuts. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, vivait le formidable Edward Zeller, sans doute un des plus grands experts des anciennes civilisations mésoaméricaines. Zeller est un spécialiste pour déterminer le sens des symboles aztèques. Il est convaincu que les glyphes mayas sont eux aussi des symboles picturaux et qu'ils représentent chacun une idée ou un concept. Il a décidé de descendre Cyrus Thomas et son hypothèse selon laquelle les hiéroglyphes mayas avaient un rapport avec une langue maya existante. Zeller prétend que le motif que Thomas interprète comme étant la syllabe tse représente en fait une cage thoracique. Selon lui, si Thomas avait raison, le signe de la cage thoracique doit aussi vouloir dire tse dans d'autres contextes. Par exemple, il est le premier motif dans le glyphe qui signifie chien. Mais chien, en maya, se prononce pek. Zeller en conclut que la lecture faite par Thomas est erronée. Il reprend ainsi tous les glyphes un par un et discrédite les interprétations de Thomas. Si beaucoup de suggestions de Cyrus Thomas sont discutables, il a toutefois raison de chercher des indices dans les sons des langues mayas modernes. Il a aussi raison pour le dindon. Et Zeller a tort pour le chien. Ce que Zeller ignore, c'est qu'un second mot maya, moins utilisé aujourd'hui, veut également dire chien, le mot tsul. La première syllabe est la même que la seconde syllabe dans kuts.
Si Zeller avait trouvé ce mot, il aurait peut-être associé ses recherches à celles de Thomas. Au lieu de ça, découragé par les attaques de Zeller, Thomas abandonne la recherche de signes syllabiques. Il faudra attendre 50 ans avant que quelqu'un reprenne les travaux là où Thomas les a laissés. En mai 1945, l'armée russe fait son entrée à Berlin. Dans ses rangs, un jeune officier du nom de Yuri Valentinovitch Knorozov. Il était observateur d'artillerie dans l'armée rouge. C'est la dernière personne à laquelle on aurait pensé. Et pourtant, il a fait dans le déchiffrage de l'écriture maya une avancée capitale. C'est lui-même qui m'a raconté l'histoire suivante, bien que j'ai entendu d'autres versions. Et donc, durant la chute de Berlin, en arrivant dans les ruines de la Bibliothèque nationale, il a ramassé un livre qui avait survécu aux flammes. Il s'agissait d'une excellente reproduction en noir et blanc des 3 codex connus, ceux de Dresde, de Madrid et de Paris. Selon une autre version, Knorozov aurait découvert le livre après l'ouverture à Moscou de caisses en provenance de Berlin. Toujours est-il qu'il se prend de passion pour les glyphes. Après avoir lu un article qui conclut que les glyphes mayas ne seront jamais déchiffrés, il décide de relever le défi. Il obtient son diplôme en linguistique et devient l'unique mayaniste russe dans un domaine dominé alors par Eric Thompson et les experts occidentaux. À partir de là et jusqu'à la fin de sa carrière, Knorozov travaille au 2e étage de l'Institut d'ethnographie de Saint-Pétersbourg. Il partage une pièce avec 5 ou 6 collègues, ayant chacun leur bureau. Mais lui avait le meilleur, juste à côté de la fenêtre, qui était couverte de gel par temps glacial. Et il avait une vue sur la Neva et sur la glace amassée sur le fleuve. Comme il vivait derrière le rideau de fer durant la période stalinienne, il était totalement isolé. Il n'était pas pollué par toutes les idées émises par d'autres chercheurs, des idées qui étaient parfois complètement fausses, comme celle d'Eric Thompson. Il abordait ainsi la question avec un regard vierge, il partait sur les meilleures bases. Il a fait des découvertes clés en se basant sur son expérience dans d'autres domaines. Ça a été crucial selon moi. Il avait étudié le copte et connaissait les hiéroglyphes égyptiens. Avec ses connaissances en linguistique, il était la personne idéale pour étudier les glyphes mayas et dévoiler leur sens. De ses études de linguistique, Knorozov a retenu que la première étape pour déchiffrer un système d'écriture inconnu est de compter tous les signes qui le composent. Si le système comprend entre 20 et 35 signes, il est probablement alphabétique, chaque signe représentant un son. S'il y a 80 à 100 signes, alors l'écriture inconnue est très probablement syllabique. Un syllabaire possède plus de signes qu'un alphabet parce qu'il contient toutes les combinaisons possibles des sons, composés de consonnes, de voyelles ou de diphtongues, de la langue parlée. Si une écriture inconnue comporte plusieurs centaines de signes, elle est sûrement logographique. Chaque signe représente alors un mot. Un système logographique très riche, comme celui des Chinois, comprend des milliers de signes pour des milliers de mots. L'écriture des anciens mayas comprend près de 800 signes. Trop pour qu'il s'agisse d'un alphabet ou d'un syllabaire, trop peu pour représenter tous les mots de la langue. Durant une longue période, les experts sont convaincus qu'il s'agit d'un système purement logographique, composé d'un nombre limité de signes et donc de mots. Mais Knorozov est convaincu du contraire. Il sait qu'aucun signe d'écriture n'est constitué d'un système de signes unique. Le système alphabétique occidental se complète avec des chiffres et d'autres signes logographiques. Knorozov est certain que l'écriture maya est également un système mixte. Elle combine des logogrammes, c'est-à-dire des signes représentant des mots, avec des signes phonétiques, qui représentent des sons. Mais contrairement à ce que Landa pensait, les signes phonétiques de l'écriture maya ne constituent pas un alphabet. Knorozov pense deviner pourquoi Landa s'est trompé au cours de l'entretien qu'il a eu avec Antonio Gasparci, il y a si longtemps, dans le monastère d'Izamal.
Antonio Gasparci était un érudit. Il écrivait et lisait l'espagnol et le latin. Lui connaissait les deux systèmes alors que Landa était focalisé sur le sien. Landa lui a simplement demandé d'écrire les sons de l'alphabet espagnol et c'est ce que Chi a fait. A, B, C, D, E, F. Les signes notés par l'érudit maya ne représentent pas l'alphabet maya. Il s'agit d'un syllabaire confus et incomplet. Après avoir compris ça, Knorozov reprend le travail là où Cyrus Thomas l'a laissé et recherche les syllabes. Il commence par le Codex de Madrid, sur lequel, au XIXe siècle, les experts avaient identifié les glyphes des 4 points cardinaux. Il étudie de plus près celui de l'Ouest. Il est constitué de 2 signes. À la base, le signe bien connu du soleil. Dans toutes ses variantes, le signe du soleil a toujours 4 rayons, ou pétales. Ce signe décore souvent le corps du dieu du soleil. L'autre partie du glyphe signifiant ouest est un signe inconnu. Dans toutes ses variantes, de la plus réaliste à la plus abstraite, il s'agit d'une main dont le pouce et l'index se joignent. Convaincu que les glyphes représentent des idées, Eric Thompson avait affirmé que cette main signifiait achèvement. Pour lui, le glyphe disait achèvement du soleil ou coucher du soleil, c'est-à-dire le couchant, l'ouest. Dans la syllabe chi avec le logogramme kin, il forme le mot chikin, ouest en maya. De Madrid, au-dessus de la représentation d'un vautour, il distingue le signe ku du manuscrit de Landa, ainsi que le signe de la main qu'il vient d'interpréter comme étant le son chi. Dans les systèmes d'écriture syllabique, la voyelle finale est rarement prononcée. La combinaison des 2 signes donne le mot kuch, qui est justement le mot maya pour dire vautour. Le signe chi est confirmé. Knorozov poursuit son identification, syllabe par syllabe. Les mots qui surgissent des multiples combinaisons sont trop nombreux pour invoquer une coïncidence. Il publie ses résultats dans un journal soviétique en 1952, en pleine guerre froide. L'appareil de propagande soviétique s'est empressé d'encenser le jeune chercheur. Inspiré par les miracles du marxisme-léninisme, ce jeune spécialiste a réussi là où tous les érudits impérialistes de Grande-Bretagne, des États-Unis et d'Allemagne ont échoué. Il a déchiffré l'écriture maya. En apprenant ça, Eric Thompson a aussitôt pris l'offensive. Anticommuniste invétéré, il a décidé que ce rapport était une imposture totale et qu'il fallait remettre ce type à sa place. Certaines interprétations de Knorozov sont en effet discutables, et même fausses. Thompson se focalise sur elles pour discréditer toute la méthode du chercheur russe. Un des reproches que Thompson a émis était tout à fait défendable. Il a dit « Si nous sommes vraiment face à une écriture syllabique, pourquoi ne parvient-on pas à lire les phrases le plus simplement du monde et à comprendre leur sens? Pourquoi n'assiste-t-on pas à un déluge de déchiffrage ?» Un syllabaire complet exigerait au moins 80 signes phonétiques. Toutefois, après les premiers succès de Knorozov, le déchiffrage de l'écriture maya stagne. Il manque une clé pour déclencher le déluge. Une poignée de scientifiques occidentaux soutient l'hypothèse de Knorozov. Mais à l'époque, ce sont les idées de Thompson qui prévalent dans l'étude des Mayas. Vivant de l'autre côté du rideau de fer, Knorozov est isolé géographiquement et intellectuellement. La clé finale sera découverte par David Stewart.
sa formation de mayaniste est des plus atypiques et débute à un très jeune âge. Son père George travaille alors pour la National Geographic Society. Il emmène souvent son fils avec lui sur les sites de fouilles en Amérique centrale. Alors que David a 8 ans, George Stewart se rend en famille à Coba, dans le Yucatan. Il y avait des lacs splendides et de grandes pyramides couvertes de végétation. Mais je me souviens que durant les 2 ou 3 premières semaines, je détestais cet endroit. Il faisait étouffant. On était assaillis par des insectes. On vivait entassés dans une hutte maya. Je passais mon temps à visiter les ruines, à découvrir les environs. Ça restait un endroit incroyable pour un jeune garçon. Ce qui m'a fasciné à Coba, c'est que durant mon séjour, plusieurs nouveaux monuments ont été découverts. Mon père laissait immédiatement tomber ce qu'il était en train de faire pour recopier les motifs gravés sur ces pierres. Moi, je regardais par-dessus son épaule. J'étais impressionné par son travail. Mon fils a décidé tout seul de se mettre à dessiner des reliefs. Il a pris du papier, des crayons, tout ce qu'il fallait, et il s'y est mis. Il a dessiné des hiéroglyphes. Quand je suis revenu aux États-Unis, j'étais tellement marqué par cette expérience que je n'avais qu'une seule envie, retourner sur place. 2 ans plus tard, David rencontre à Washington la mayaniste Linda Sheely, dans les bureaux de la National Geographic Society. David a 10 ans. George, son père, m'a dit qu'il serait très heureux si David avait l'occasion d'étudier à mes côtés. Je lui ai aussitôt répondu, « Eh bien, pourquoi ne m'accompagnerait-il pas à Palenque cet été ?» L'été suivant a sans doute été une des périodes les plus palpitantes de ma vie. Linda m'a demandé de l'aider à vérifier l'exactitude de ses dessins. On éclairait les parois des temples avec une lampe de poche et on corrigeait ses dessins. Au cours de la décennie précédente, Linda Sheely et un cercle croissant de collaborateurs ont appliqué la méthode structurelle de Tatiana Proskouriakov pour interpréter les inscriptions de Palenque et d'autres sites mayas. Ils n'ont pas seulement réussi à dévoiler des dynasties, ils ont aussi commencé à reconstituer des guerres, des mariages et des alliances politiques. Sans le déchiffrage complet des syllabes, les panneaux ne peuvent pas être lus, mais il est déjà possible de dresser un profil de l'histoire des Mayas. Linda me disait, si tu veux apprendre la langue maya, tu dois le faire par toi-même. Je t'aiderai, mais c'est tout. Elle ne me montrait pas comment faire. Elle voulait que je trouve les choses par moi-même. Je lui ai assigné le panneau de la croix en lui disant de s'installer sous le porche et de trouver le maximum de choses. Il est venu montrer son travail quelques jours plus tard et sa compréhension structurelle du texte était aussi riche que celle que nous avions eue, Peter, Floyd, Dave Kelly et moi, 3 ans auparavant. Là, je me suis dit qu'il était vraiment très doué. Linda Sheely continue de former le jeune David Stewart. En 1978, ce dernier présente son premier rapport scientifique sur les glyphes mayas lors d'une table ronde. Il a tout juste 12 ans. J'étais le maître de cérémonie en quelque sorte. J'étais tellement nerveux que je suis sorti de la salle. David a lu son rapport devant une 50aine des plus grands mayanistes du monde. Le contenu de son rapport dépassait les connaissances des 2/3 ou des 3/4 de l'assistance. C'était un vrai rapport scientifique. La plupart des spécialistes étaient complètement sidérés. 3 ans plus tard, les membres d'une expédition de la National Geographic Society explorent une grotte récemment découverte au cœur de la jungle, au Guatemala. À 15 ans, David Stewart est l'épigraphiste de l'équipe, le spécialiste des inscriptions mayas. Au fond de la grotte, il parvient à interpréter un signe, inconnu jusque-là, comme étant la syllabe « cha ». L'événement est capital. Depuis les découvertes de Knorozov 40 ans auparavant, seules de très rares syllabes ont été déchiffrées. Mais la grande percée vient 2 ans plus tard. Stewart a alors 17 ans. Il s'intéresse particulièrement à 2 signes dont le sens est établi depuis longue date pour la plupart des mayanistes. Eric Thompson avait déterminé longtemps auparavant que l'un des signes annonçait un comptage en avant vers une date à venir et l'autre
un comptage en arrière vers une date ancienne. Les deux glyphes partagent un signe commun que Thomson identifiait quelquefois comme le glyphe de l'eau ou la tête d'un requin. Or, requin se dit choc en maya. Et en maya yucatèque, choc signifie aussi compter. Les Mayas avaient des difficultés à exprimer un certain nombre d'idées abstraites. Ils ont donc créé des sortes de rébus, un peu comme les enfants le font en dessinant trois objets ou choses dont les sons forment une phrase. Les Mayas étaient embarrassés avec le verbe « compter ». Or, ils faisaient énormément de calculs. Le mot le plus proche du verbe « compter », c'était « choc », qui veut dire à la fois requin et compter. Ils ont donc utilisé l'image du requin. Et comme le requin vit dans l'eau, Thomson a aussi affirmé que les Mayas avaient décidé d'utiliser le signe de l'eau parce qu'il était bien plus facile à dessiner et à graver. À l'époque, ça a été une avancée capitale pour le déchiffrage de l'écriture maya. Tiens, ils utilisent aussi des rébus. Mais Stuart découvre quelque chose qui le fait douter de la théorie du rébus émise par Thomson. Plusieurs signes se substituent à celui du requin. Une tête humaine, une tête de singe, et une seule fois un signe en forme de parenthèse. Est-ce que tous ces signes signifient compter ? David Stuart se dit qu'il doit y avoir une explication plus simple. Le signe parenthèse apparaît dans le syllabaire de Landa. Il correspond à la syllabe phonétique « ou ». Il est connu depuis les débuts du déchiffrage de la langue maya. Stuart en conclut que tous ces signes, parenthèse, requin, O, tête humaine et tête de singe, représentent le son « ou ». La preuve en est que tous ces signes semblent se substituer librement aux signes parenthèses dans les contextes qui n'ont rien à voir avec le calcul. David Stuart nous a montré que quantité de ces signes substitutifs sont des substitutions purement phonétiques et qu'ils représentent le même mot sous différents symboles. Les soi-disant glyphes de calcul sont en réalité des phrases écrites phonétiquement. I, ou, ti. Et outia. En maya, i-out signifie ensuite se produisit, ensuite eut lieu. Et outi signifie il a eu lieu. L'arithmétique calendaire de Thomson se révèle totalement fausse. Ensuite se produisit le jour Inkib 14 Kankin. Elle a été mariée, Dame Khatun à Aou, femme de Naman, à Kinich Yaonal Ak. Et après 11 jours, 10 mois, 1 an et un 20e d'année, il se produisit, le jour 4 Kimi 14 Ouo, que leur fille est née, Dame Hutan Ak, fille royale du soleil. Les implications de cette découverte sont révolutionnaires. Les épigraphistes cherchaient un son unique pour chaque signe syllabique. Mais si « ou » est représenté par plus d'un signe, il est probable que ce soit le cas pour d'autres syllabes aussi. Un son particulier peut avoir 13 à 15 versions différentes. La multiplication des signes pour un même son explique pourquoi l'écriture maya comporte près de 800 signes. Apparemment, les Mayas détestaient se répéter, ils aimaient innover. La découverte de ces motifs de substitution a permis aux experts de percer la complexité de l'écriture maya et de dresser un système plus simple et plus compréhensible. J'ai compris que pour déchiffrer le code maya, il fallait d'abord identifier tous les signes qui correspondaient à un même son. Visuellement, c'était compliqué. Mais une fois que ce matériel visuel était classé selon le système mis au point par les Mayas, il était facile de deviner les choses, de casser le code. Un scribe pouvait écrire Balam, jaguar en maya, à l'aide d'un logogramme, un signe représentant le mot entier. Ou bien, pour plus de clarté, il pouvait ajouter le signe de la première syllabe au début du mot. Ou bien, adjoindre la dernière syllabe à la fin du mot. Il pouvait aussi choisir d'écrire le mot phonétiquement en alignant une variété de signes phonétiques signifiant tous Balama, qui se lit Balam.
Une fois les différentes graphies d'une même phrase identifiées, les spécialistes sont à même d'utiliser les syllabes pour décrypter les signes représentant des mots entiers et vice-versa. Les textes mayas sont déchiffrés en masse. Chaque semaine, on déchiffrait de nouvelles inscriptions. Thomson se plaignait toujours qu'il n'y ait pas un flot de déchiffrage. Eh bien, à partir de là, il y eut un vrai déluge. On déchiffrait les inscriptions à un rythme effréné. L'image du monde des Mayas prend soudain forme dans leur propre langue parlée. Au début, on déchiffre les mots sur les objets personnels. Utupa. Utup signifie ornement pour l'oreille. Ubaki. Ubak signifie outil en os. Ulak signifie son plateau. Yukib, son gobelet. Les mots décrivent des objets d'une certaine importance appartenant à la famille royale. Ce sont sans doute des cadeaux. Ils font partie du processus social qui permet de raffermir les liens entre les différentes sociétés. Ici est levé son gobelet pour les tiges de maïs, l'arbre à cacao. Kak Tilif Chan Chaak, souverain sacré de Naranjo. C'est comme une étiquette avec un nom. On en retrouve sur tous les objets. Les Mayas aimaient tout dédicacer, les édifices, les salles, les monuments. On trouve des dédicaces partout sur les monuments. Usa Klaktun, son encensoir en pierre blanche. Kinich Samtun, le trône radieux en pierre. Ulakam Tun, sa grande pierre. Voici le glyphe pour pierre, Tun en maya. Certains pensent qu'il s'agit d'une grotte. De l'eau perle d'une stalactite et éclabousse le sol. Un glyphe apparenté contient les mêmes motifs, mais ses bords sont en forme de boucle. Il signifie montagne. Dans une des illustrations du codex de Dresde, Chak, le dieu de la pluie, est assis sur une tête ornée des mêmes motifs et appelé phonétiquement Uitz, colline. Ils ne dessinaient jamais de paysage naturel pour représenter l'image d'une montagne. Ils préféraient montrer l'esprit de la montagne. Ils personnifiaient le paysage. Un panneau dans un temple de Khan Balam, à Palenque, représente le souverain en personne célébrant une cérémonie au sommet de la montagne. Il se tient debout sur le même symbole du dieu de la montagne. Les petits ronds sur la tête de l'esprit de la montagne représentent des pierres, des rochers. Les montagnes sont constituées de rochers, c'est ce que les Mayas ont voulu montrer. Il y a aussi du maïs qui jaillit de la crevasse au sommet de la montagne. Il s'agit donc de la montagne qui nourrit. Les hiéroglyphes qui forment les pupilles des yeux du monstre se lisent Yashhala, Vitsinala, Yashal Vitsnal ou colline du maïs vert. Tout leur vient des montagnes. La pluie vient des montagnes. Le maïs vient des montagnes. Un grand nombre de rituels sont effectués devant les montagnes, au sommet des montagnes, dans les grottes des montagnes. Aujourd'hui, pour la plupart des Mayas, les montagnes sont restées des centres cérémoniels. Les anciens Mayas représentaient tout le temps des montagnes. Dans certains temples mayas, il y a un monstre de la montagne aux quatre coins de l'enceinte. Le temple lui-même est un dieu vivant de la montagne. L'entrée du temple ressemble à une gueule immense. Elle est entourée de grands crocs. C'est l'entrée de la grotte, en fait. On pénètre dans la montagne, dans la grotte, dans l'espace sacré. La grotte du temple est un lieu de transformation et d'invocation, une frontière entre les mondes. Dans cette cérémonie de sacrifice, représentée dans un temple de la cité de Yaxchilan, Dame Sistun invoque l'apparition d'un serpent en offrant son propre sang. Juste avant, elle a perforé sa langue avec l'aiguillon d'une pasténague
et fait passer dans le trou une corde portant des épines. Là, elle tient une corbeille contenant les objets nécessaires à la cérémonie, l'aiguillon de la pastènague, la corde et des morceaux de papier imbibés de son sang. Devant ses pieds, les bouts de papier se consument dans un pot en céramique. Le sang qui brûle produit de la fumée. De la volute de fumée émerge la vision d'un serpent. De la bouche du serpent apparaît le visage d'un ancêtre. Le texte au sommet décrit la cérémonie. Le 28 mars 755, on a invoqué le serpent Yash Chit Nochan, l'esprit animal du dieu Kawil. Ensuite, on a fait apparaître la vision de l'ancêtre Yash Tsao Hen. Le glyphe qui signifie « invoquer », « faire apparaître », représente une main tenant un poisson. Il correspond au mot maya « tsak », qui signifie littéralement « capturer un poisson à main nue ». L'idée, c'est de saisir quelque chose qui est difficile à attraper, d'atteindre un autre royaume, une autre région du monde, ou même le monde d'en bas, et d'en extraire quelque chose, de le ramener dans ce monde-ci. Autrement dit, c'est invoquer un esprit. En révélant ce système rituel, le déchiffrage éclaire le monde maya dans son ensemble. Il modifie notre perception des cités-États mayas et des échanges qu'elles entretenaient. On s'est mis à rassembler tout ce qu'on savait sur l'histoire des Mayas pour se faire une idée plus complète des relations qui liaient les différents sites. Au cours de ce travail, nous avons fait toutes sortes de découvertes sensationnelles. Mises au jour en 1931 au cœur de la forêt pluviale du sud de l'état du Campeche, les ruines de Calakmul sont longtemps restées un pan ignoré de l'histoire des Mayas. Avec plus de 6000 structures, Calakmul est la plus vaste cité maya. Mais la pierre tendre a beaucoup souffert, et rares sont les inscriptions encore lisibles. Même le glyphe représentant Calakmul est alors incertain. Toutefois, des inscriptions sur des monuments des autres sites, comme ce panneau du site de Cangquen, font référence avec une très grande dévotion à une ville non identifiée dont le glyphe est une tête de serpent. À la fin des années 1980, il est établi que le royaume du serpent est bien Calakmul. Le glyphe qui introduit Calakmul dans de nombreuses inscriptions se lit Uchabi, qui signifie « il a supervisé, surveillé ». Sa racine est le signe de la terre, Chab en maya. Chabi signifie superviser, surveiller. Un peu comme le paysan qui veille sur un mille-pas, un champ de maïs. Quand un roi de Calakmul supervise l'intronisation d'un jeune souverain, cela signifie qu'il veille sur lui, comme un paysan veille sur sa mille-pas. La métaphore agricole illustre les relations politiques. C'est remarquable. C'est typiquement maya. Il apparaît clairement que les différentes cités-États mayas ne sont pas égales entre elles. Il a été investi des pouvoirs, le roi Cangquen. Il a été supervisé par le roi de Calakmul. Nous avons découvert qu'il y avait un lien entre les royaumes qui remportaient les guerres et ceux qui imposaient leur domination sur les autres États. Ce sont d'ailleurs toujours les mêmes noms qui reviennent. Le plus souvent, c'est Calakmul et très souvent aussi Tikal. Du 3e au 9e siècle de notre ère, le monde maya sera dominé par ces deux cités imposantes. Mais toutes deux se disputent le pouvoir. Leur lutte dégénère et donne lieu à des guerres dans les basses terres. Chouk, capturer. Houb, détruire une ville. Poul, brûler. Tchak, décapiter. Épuisées par les querelles politiques et l'appauvrissement des terres, les grandes cités dans le sud des basses terres finissent par s'effondrer. Il y a des guerres, des actions de terreur. Dos Pilas et Calakmul font alliance contre Tikal. À Dos Pilas, sur l'escalier numéro 1, un texte raconte
Les montagnes de crânes et les mares de sang étaient celles des habitants de Tikal. Sur le monument le plus récent de Copan, le grand roi Riach Passar remet les insignes du pouvoir à son successeur, Ukit Tok. C'est la fondation symbolique d'une nouvelle dynastie. Mais elle ne régnera jamais. L'inscription est incomplète. Le scribe a laissé le monument inachevé. Les villes ne peuvent plus entretenir aucun roi ni aucun artiste. Le déchiffrage des textes mayas est une histoire sans fin. De nouveaux glyphes sont continuellement mis au jour. Chaque fois que quelqu'un entreprend de fouiller un monticule ou un tas de cailloux insignifiants dans la jungle, il peut bouleverser notre connaissance des anciens Mayas. Même si de nouvelles découvertes modifiaient l'image qu'on a de l'histoire et de la culture des Mayas, elles ne feraient qu'enrichir ce que l'on sait de leur système d'écriture. Aujourd'hui, plus de 90% des glyphes peuvent être compris avec une quasi-certitude. Il y a des centaines de logogrammes, des signes représentant un mot, ainsi que des centaines de signes syllabiques qui rassemblent tous les sons de la langue maya. Le langage des glyphes a été reconstitué jusque dans ses nuances les plus subtiles. C'est une forme ancestrale de maya, aussi différente du maya moderne que la langue de Rabelais peut l'être du français moderne. Le fait de pouvoir lire ces textes, c'est comme avoir une machine à remonter le temps. Moi-même, je ressens comme un privilège le fait de pouvoir les lire à voix haute dans la langue où ils ont été écrits. Je suis la première personne à les lire à voix haute depuis plus de 1000 ans. Le déchiffrage de l'écriture maya nous permet aussi de nous faire une idée de ceux qui dessinaient et gravaient les glyphes, les scribes. Sur les poteries, il y a de nombreuses représentations de ceux qui écrivaient ces codex, recouverts d'une peau de jaguar. On appelait ces scribes Atsib, lui qui écrit. Un grand nombre d'indices semblent indiquer qu'ils travaillaient en groupe dans des ateliers vraisemblablement dirigés par un maître. Cet apprentissage s'apparentait peut-être à celui qui existait au XVe siècle à Florence, où Michel-Ange et Léonard de Vinci ont été formés. Ces scribes, les Atsib, développent chacun leur style, rivalisant d'élégance et d'expressivité. Certains scribes signent leurs œuvres avec l'expression « Utsib », sa peinture, ou avec une tête de chauve-souris signifiant sa sculpture. Ici, dans la jungle d'Amérique centrale, les princes de sang royal étaient très fiers de signer leurs peintures sur les poteries et de varier les styles. En Europe, à la même époque, nos ancêtres se peignaient le corps en bleu et se battaient à coups de gourdin, et aucun roi ni aucun noble ne savait ni lire ni écrire. Dans un quartier résidentiel de Copan, les archéologues mettent au jour un palais raffiné. Dans le palais et dans ses abords, ils trouvent des sculptures de scribes qui tiennent un pinceau et un encrier en conque. Ça a été une véritable révélation. Nous avions la preuve archéologique que les scribes jouissaient d'un statut élevé dans la société maya. Ce scribe vit dans un palais. Il est entouré de serviteurs. Lui-même est assis sur un trône magnifique, sans doute pour recevoir des visiteurs, mais aussi pour exécuter ses peintures et ses écrits. Sur plusieurs plats et vases mayas, un scribe divin rédige un codex en étant assis à la surface des eaux cosmiques. Les anciens mayas croyaient que l'univers était peint par les dieux et rédigé par des scribes divins.
La tradition des scribes était si puissante que même la violente répression exercée par les conquérants espagnols n'a pas réussi à la faire disparaître. Au XVIe siècle, après avoir brûlé les livres mayas, les Espagnols interdisent l'utilisation des hiéroglyphes. Les moines espagnols enseignent aux scribes l'écriture latine, mais ces derniers s'en servent bientôt pour consigner leurs connaissances ancestrales. Ils transcrivent des histoires, des généalogies et des légendes avec l'alphabet latin, mais dans la langue maya. Et ils écrivent sans relâche. Leurs transcriptions vont se révéler être des documents extrêmement précieux pour décrypter les hiéroglyphes. En 1984, alors qu'il fait des fouilles à Señor, un village isolé dans la jungle, le mayaniste allemand Nikolai Grube apprend que l'un des villageois est scribe. Don Cecilio reçoit Grube chez lui. Il a sorti un de ses manuscrits de sa bibliothèque. Les Mayas appellent une bibliothèque speten. Elle consiste en un panier accroché au plafond pour empêcher les rongeurs de détruire les livres. Le manuscrit contient des prophéties et des prières modernes écrites en langue maya, mais avec l'alphabet latin. Il s'agit d'une forme archaïque d'alphabet, identique à celui enseigné aux scribes mayas par les moines espagnols au XVIe siècle. J'étais stupéfait de découvrir qu'ils utilisaient encore cet ancien alphabet. Ces scribes ne sont jamais allés à l'école. Ils n'ont jamais appris à écrire avec l'alphabet moderne. Ils se transmettent l'écriture de génération en génération. Cela fait 4 siècles qu'ils apprennent ainsi les uns des autres. Les Mayas ont beaucoup contribué au déchiffrage de l'écriture de leurs ancêtres. Ils ont préservé des textes essentiels. Ils ont servi de guide aux explorateurs. Ils ont aidé à la reconstruction de monuments. Ils ont transmis tout ce qu'ils savaient de leur langue, de leurs croyances et de leurs coutumes. Depuis plusieurs décennies, le déchiffrage est effectué par les Mayas eux-mêmes. Dans les années 1980, le Guatemala est ravagé par la guerre civile. Nombre de villages mayas sont à nouveau assiégés. Pour faire face à la violence et au massacre, les villageois mayas participent à des conférences sur la préservation de la langue et des traditions orales mayas. Leur culture étant menacée, l'histoire de leurs ancêtres leur est plus que jamais précieuse. Au cours d'un atelier de travail à Antigua, j'ai expliqué qu'on pouvait présenter les textes mayas sous différentes formes. J'ai aussi expliqué que le texte consigné à partir des langues modernes ressemblait au texte hiéroglyphe. J'ai montré un texte en hiéroglyphe en expliquant comment on le lisait. À la fin de l'exposé, les Mayas sont venus la voir en disant « Vous avez montré des hiéroglyphes mayas sur l'écran et il semble que vous soyez capable de les lire. » Catherine a répondu « Oui, aujourd'hui, on peut parfaitement les lire. » Ils ont répondu « Wow, mais il s'agit de notre histoire. On nous l'a toujours caché. Nous voulons tout connaître de cette histoire. » Nous avons fait leur connaissance. Ils sont venus organiser un atelier ici, à Antigua, au Guatemala. Et nous avons participé à cet atelier. En lisant ces textes, je me suis rendu compte que jamais on ne nous avait appris l'histoire de nos ancêtres à l'école. C'est extrêmement important pour nous. Nous ignorons tout de notre histoire. Terminamos, se sentó. De tels ateliers d'études des hiéroglyphes continuent d'être organisés au Guatemala. Et de nouveaux ateliers ont vu le jour dans d'autres régions mayas. Les élèves des premiers ateliers enseignent aujourd'hui à d'autres mayas la signification des glyphes et l'histoire qu'ils racontent. Quand on découvre les idées véhiculées par les glyphes mayas, nous sommes étonnés de voir qu'elles existent depuis très longtemps et qu'elles sont encore perpétuées aujourd'hui.
Ça nous permet de découvrir nos racines. Ça nous aide à consolider notre identité maya. Connaître l'histoire de son pays, de son peuple, c'est essentiel, parce que ça permet de comprendre pourquoi certaines choses ont tant d'importance aujourd'hui. L'histoire, ça n'est pas que des dates et des noms, ça raconte aussi ce que vous êtes, d'où vous venez. Durant 4 siècles, la suppression de la langue et de l'écriture maya a fait partie de la répression exercée sur ce peuple. Les enfants mayas recevaient un nom latin, apprenaient à lire et à écrire en espagnol, et on les dissuadait de parler le maya. Aujourd'hui, les enfants mayas apprennent les hiéroglyphes et l'histoire de leurs ancêtres. Et les parents donnent à leurs enfants des noms d'anciens souverains mayas. Un des cadeaux les plus précieux pour un peuple, quel qu'il soit, c'est son histoire. C'est un cadeau qui situe les gens dans le temps, qui leur donne de la force et une identité. Le processus de déchiffrage n'est qu'une étape infime dans notre connaissance de l'histoire des Mayas, dans notre compréhension de leur vision du monde. Pour établir un tableau complet de ce que cette civilisation remarquable a apporté à l'héritage de l'humanité, il faudra encore des siècles. En fait, une fois le déchiffrage terminé, on commence à faire de l'histoire. Et comme l'histoire est créée par chaque nouvelle génération, eh bien ça n'arrête jamais. Pour un peuple, perdre son histoire est une tragédie. La retrouver est un miracle. Grâce à l'une des plus grandes entreprises scientifiques de ces 2 derniers siècles, les mots des anciens scribes mayas résonnent à nouveau.